Bonjour et bienvenue sur le blog Contrevent Pop Culture. Aujourd'hui, je suis assez content parce qu'on a atteint les 300 abonnés sur le blog. Et du coup, hop, bonjour le chat. Allez, tu peux y aller et te promener. 300 abonnés et la vidéo qui a le plus marché a fait 3400 vues, donc je suis bien content. C'est sympa, ça montre que vous intéressez un petit peu aux petites vidéos que je mets. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème qui m'a pris du temps. C'est pour ça que cette vidéo arrive un peu plus tard. C'est le mythe arthurien, voilà, la légende du roi Arthur, les chevaliers de la table ronde, le Graal. Voilà. Donc je voulais faire le tour un petit peu de tout ce qui était film, série, BD, livres illustrés sur le thème. Et il y a pas mal de choses à voir. Donc déjà un petit retour historique pour ceux que ça intéresse sur le roi Arthur. Alors la saga du roi Arthur, c'est un petit peu comme la vidéo que j'avais faite sur les Vikings, sur Ragnar Lodbrok. Euh, Arthur, c'est un mythe, c'est-à-dire que voilà, ce sont des légendes d'un grand roi qui s'appelait Arthur. Et ces récits historiques ont été plus ou moins empilés par les historiens, voilà, qui en ont fait une sorte de roi légendaire. Et c'est vrai que le roi Arthur, du coup, on a l'impression qu'il a vécu très longtemps parce qu'il est dans toutes les histoires, alors qu'il a vécu beaucoup plus tôt. Donc, en gros, vers 500, c'est le début supposé du règne du roi Arthur. Et voilà, et, en fait, je pense qu'ils ont regroupé plusieurs souverains pour faire une même histoire. Donc c'est un mythe, hein, les chevaliers de la table ronde, qui part d'un fait historique, voilà, qui a été au fur et à mesure des récits enjolivé. Ça a commencé alors avec le clerc de Gildas au VIe siècle, qui a écrit De Excidio Britanniae, qui parle d'un roi légendaire. Au IXe siècle, il y a l'Historia Brittonum qui a parlé aussi toujours d'un roi. Après, il y a l'évêque Geoffroy de Monmouth au XIe siècle, dans l'Historia Regnum Britanniae, qui parle d'un Arthur, d'un roi Arthur. Et donc, du coup, c'est lui qui va introduire Merlin. À l'époque, il y a 200 copies de ces récits qui sont manuscrits par les moines et qui ont beaucoup de succès. Et le roi Henri II Plantagenet décide de récupérer la légende arthurienne pour en faire sa propre légende et pour légitimer ses prétentions au trône. Il confie donc à l'auteur le soin de rédiger un- un récit, et c'est au XIIe siècle, Chrétien de Troyes qui va complètement populariser le récit arthurien. Il vit auprès de Marie, la fille d'Aliénor d'Aquitaine, à la cour de Champagne. Et donc il va vraiment avoir un succès fou, ce livre. Alors je l'ai par ici, voilà, que je le retrouve dans ma pile. Voilà, la légende arthurienne. Donc dans ce livre, chez Robert Laffont, vous avez les différentes histoires, dont Perceval le Gallois ou le conte du Graal de Chrétien de Troyes. Et c'est un conte, c'est une histoire plus ou moins inachevée. C'est sa dernière histoire, un chrétien de Troyes. Et c'est dans ce récit il va introduire le Graal. Donc il y a une scène dans un château où Perceval il va voir une sorte de banquet. Dans ce banquet, il va y avoir une lance, un plateau, et ce plateau, qui n'est pas une coupe à l'époque, c'est un plateau pour servir, auréolé, voilà, et une puissance incroyable. Et il va rester mystérieux sur la description de ce plateau. Et c'est ça qui va complètement plaire et intéresser les gens de l'époque, qui vont complètement se lancer dans des explications.
Donc là, Perceval le Gallois de Chrétien de Troyes, c'est assez difficile à lire, hein, c'est écrit à l'ancienne, voilà, côté un peu moyenâgeux, donc c'est pas une lecture qui est facile à faire. Et du coup, après, ça va être repris ce récit par d'autres auteurs, après Chrétien de Troyes, Robert de Boron, qui va développer le thème du Graal et y mettre vraiment une symbolique chrétienne. Hein, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'au départ, ce thème d'Arthur, des chevaliers, c'est plutôt des légendes des Pictes, voilà, des légendes anciennes, celtes, ça va être amené, voilà, il y avait un côté païen, et ça va être amené vers le christianisme, et les différents récits au fur et à mesure des siècles n'auront de cesse que de christianiser le récit arthurien, et en particulier avec le thème du Graal qui va arriver et qui va être développé comme étant la coupe qui a reçu le sang du Christ quand il est crucifié, et qui va voilà, enflammer l'imagination de tous. Donc au XIIIe siècle, Robert de Boron, au XIVe siècle, Jean Froissart, et au XVe siècle, Sir Thomas Malory, la mort d'Arthur. Voilà un petit peu pour ça. Ça se passe où? Alors, ça se passe en Grande-Bretagne, l'histoire d'Arthur, et ça se passe en Bretagne française, voilà, avec la forêt de Brocéliande. Voilà sur ce que je peux vous dire. Je vais vous parler un petit peu des différents livres qu'on peut lire. Donc, à part la légende arthurienne, il y a de très beaux livres illustrés voilà, chez Grund, de la légende du roi Arthur. C'est illustré par Didier Graffet, super illustrateur. Donc là, c'est Jacques Boulanger qui fait une sorte de traduction et voilà, de récits. Il a repris tous les récits et il les a essayé de les simplifier, de les rendre lisibles. La lecture est quand même pas forcément évidente, hein, c'est pas toujours très facile à lire, mais les livres sont magnifiques. Donc le roi Arthur, c'est un tome, et vous avez la quête du Graal. Voilà, la quête du Graal. Alors voilà, avec toutes les histoires. Et c'est très très beau, c'est très très bien mis en page. Voilà, si vous voulez des beaux livres sur le roi Arthur, là c'est vraiment super. Voilà, regardez, c'est magnifique. Voilà pour ça. Ensuite, toujours dans les livres illustrés, c'est un thème qui revient souvent, c'est Gauvin et le Chevalier Vert, qui est une histoire qui revient très souvent, voilà, qui va être adaptée en film. Gauvin, la légende du Chevalier Vert. Voilà, ça c'est chez Albin Michel Jeunesse. Voilà, c'est bien illustré, tout à fait type moyenâgeux. Voilà. Ensuite, au niveau des livres, le livre que tout le monde, dont tout le monde parle à chaque fois qu'on parle d'un livre, et Dieu sait s'il y en a sur le mythe arthurien, c'est le livre de Marion Zimmer-Bradley, qui est ressorti en intégrale chez Pygmalion. Il y a deux tomes à l'intérieur. C'est une intégrale, donc il y a les brumes d'Avalon et les dames du lac. Voilà, donc que j'ai relu exprès pour cette vidéo, que j'avais déjà lu il y a quelques années, qui m'avait laissé un très bon souvenir. Donc en fait, c'est quoi les dames du lac? C'est toute la quête des chevaliers de la table ronde, voilà, le mythe arthurien, mais vu du côté des femmes. Voilà, les grandes batailles, on ne les voit pas, on n'en parle pas, enfin on en parle, mais elles sont vécues de loin, voilà, toutes les quêtes des chevaliers, tout ça, mais on voit vraiment l'envers du décor avec Igerne, Morgane, bien sûr, Guenièvre, qui est absolument infernale dans le livre, qui est un petit peu l'empêcheuse de tourner en rond, et puis leur relation donc avec les chevaliers, Lancelot bien sûr, et l'amour impossible avec Guenièvre, le roi Arthur, Merlin on ne le voit quasiment pas, voilà, le magicien Merlin qui est un personnage central
on le voit, il passe, mais il y a toute petite importance. Voilà, il est très bien retranscrit tout le côté magique, voilà, des sorcières, des prêtresses d'Avalon, perdues dans les brumes. Voilà, un côté un peu comme si on était chez les elfes, hein, un côté elfique, voilà, c'est très magique. À la relecture, j'ai bien aimé, j'avais préféré la première lecture, mais voilà, c'est étonnamment moderne, puisque c'est vraiment point de vue des femmes, on est en plein dans la vague en ce moment. Euh, Girl Power. Donc voilà, je vous le recommande bien sûr. Ensuite, euh, en livre, il y a français Jean-Louis Fedgen qui a écrit Le Pas de Merlin. Alors, Jean-Louis Fedgen, c'est un auteur donc français de fantasy qui a fait la trilogie des elfes, Le Crépuscule des elfes, L'Ordre des elfes. Il y a 3 tomes qui c'est absolument excellent. Si vous retrouvez l'intégrale de la trilogie des elfes de Jean-Louis Fedgen, je vous le conseille. Il existe en poche en intégrale. C'est super. Et ça parle de ce qui se passe un petit peu avant Arthur, avant voilà, l'époque de Merlin et de tout ça. Donc voilà, ça finit dessus, c'est une sorte de préquel, on va dire. Et moi j'en ai un souvenir absolument extraordinaire de lecture. Ouais, je suis peut-être pas assez connu par rapport à ce que c'est. Et là, il avait fait sur Merlin, mais avec une volonté d'être plus proche historiquement. Voilà, donc beaucoup de noms, beaucoup de personnages, beaucoup de descriptions historiques. Et j'avais moins accroché au Pas de Merlin, et à sa suite Brocéliande, donc c'est en 2 tomes. Mais pour ceux qui aiment bien un peu plus une version historique, un peu plus sérieuse, un peu moins fantasy, on va dire, je vous les conseille, bien sûr, surtout si vous êtes intéressé par le sujet. Mais en priorité, voilà, la trilogie des elfes est absolument, si vous aimez la fantasy, extra à lire. Ensuite, donc livre sur Arthur, il y a aussi Merlin, qui est une littérature pour la jeunesse de Tia Baron, qui est une série pour les jeunes sur la jeunesse de Merlin, l'Enchanteur. Il y a bien sûr l'Enchanteur de Barjavel, hein, qui est très connu. La chute d'Arthur, une traduction de Tolkien, qui était fan de la légende arthurienne, qui a fait une traduction d'un long poème sur Arthur. Voilà, donc Tolkien et Arthur. Il y a Bernard Cornwell. Alors Bernard Cornwell, c'est l'écrivain de The Last Kingdom, hein, toute cette série de livres sur les Saxons, les Vikings, dont on a parlé, hein, qui a eu dont la série Last Kingdom sur Netflix a été adaptée. Il a écrit sur Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde 3 tomes, Le Roi de l'Hiver, L'Ennemi de Dieu et Excalibur, qui apparemment, ça je ne les ai pas lus, mais une critique d'enfer. Ils sont par contre très durs à trouver voilà, actuellement, mais apparemment c'est très très bien. Voilà ce que je peux dire pour les livres. Je vais vous parler maintenant des films. Alors, les films, eh bien, il n'y en a pas tant que ça finalement, hein. Dès 1949, il y a Les Aventures de Galad, 53, Les Cheveux de la Table Ronde de Richard Thorpe, 54, Prince Vaillant, Merlin l'Enchanteur, bien sûr tout le monde connaît Merlin l'Enchanteur de Walt Disney, en 63, le dessin animé qui a popularisé un peu le mythe. 75, Monty Python, Sacré Graal, voilà, c'est du comique. Voilà. En 1981, boum, le film de John Borman, Excalibur, qui fait aujourd'hui référence. Si vous voulez voir un film sur les Chevaliers de la Table Ronde, c'est celui-là. Alors évidemment, il a un petit peu vieilli. Moi, je trouve que finalement, ce côté un peu vieilli de la pellicule, des effets spéciaux, bah, ça donne une patine qui est pas si mal pour un film moyenâgeux. Donc ça passe bien, les acteurs sont très bien, c'est la meilleure version en film. Excalibur, ça reste un monument, un film culte. Voilà, moi j'ai adoré, il y a de la magie, il y a des combats, on y est vraiment, c'est bien fait. Voilà, très très bon film Excalibur, que tout le monde se devrait d'avoir vu.
qui est fidèle à la légende, voilà, parfaitement retranscrit. Indiana Jones s'est emparé du thème du Graal pour la dernière croisade. Donc le Graal, c'est un thème qu'on va retrouver souvent. Donc là, évidemment, c'est la recherche du Graal, une adaptation. Voilà, c'est pas le meilleur Indiana Jones pour moi, mais il est sympa. C'est un peu un buddy movie, hein, entre Sean Connery et Harrison Ford, plutôt côté humoristique. Moi, je préférais le côté aventure du premier. Certains se souviennent peut-être de Fisher King, c'est un film de Terry Gilliam avec Robin Williams qui reprenait un peu le roi pêcheur, le côté le Graal, voilà, avec un clochard à New York. C'est un film sympa. En 95, il y a une tentative de faire Lancelot de Jerry Zucker avec Richard Gere, Sean Connery. C'est franchement un navet. Moi, je l'avais vu au cinéma, hyper déçu. Ça fait carton-pâte. C'est Richard Gere en Lancelot, on n'y croit pas du tout. Voilà, c'était un échec pour moi. En 2004, à nouveau une tentative, Le Roi Arthur d'Antoine Fuqua avec la Ewan, qui essayait de faire un Arthur plus historique, qui expliquait comment la légende est née. Voilà, c'était pas trop magique, c'était plus un film de guerre avec des combats. Bon, c'est pas si mal. En 2006, on va quand même citer le Da Vinci Code de Ron Howard. Donc le Da Vinci Code de Dan Brown, c'est aussi un livre qui parle du Graal, de la quête du Graal et comment, ce qu'est le Graal. Voilà, c'est un thriller, tout le monde connaît Da Vinci Code, on en a entendu parler. Je vous recommande l'édition qui va, je trouve, très bien avec ce type de bouquin. Voilà, il y a des photos, il y a des peintures, des graphismes, voilà. Et Dan Brown, il aime bien citer plein de choses, d'histoire, hein, et donc le livre s'y prête parfaitement. Le Roi Arthur de Guy Ritchie en 2007 était censé relancer une franchise, puisque le but du jeu actuellement à Hollywood, c'est de faire des franchises. Et en fait, ils ont tenté de lancer ça avec Charlie Hunman, l'acteur de Son of Anarchy, Jude Law dans le rôle du méchant, et un film de Guy Ritchie qui venait de sortir des films Sherlock Holmes, qui avait plutôt bien marché. Et en fait, ça a été un beat total au cinéma, donc franchise enterrée, bien sûr, on arrête avec ça. J'ai vu le film, c'est une purge, voilà, j'ai trouvé ça horrible. Ça commence comme Le Seigneur des Anneaux, avec des éléphants géants, des olifants ou des moumakils, peu importe. Il y a des spéciaux dans tous les sens, ça bastonne. Donc on se dit, ils vont jouer le jeu de la fantaisie à fond. Ça va être des batailles, des bastons. Ça peut être très sympa si c'est vraiment assumé. Sauf que tout de suite après, hop, ça bascule dans une sorte de film de Guy Ritchie, c'est-à-dire avec des ralentis, des images qui vont dans tous les sens, des dialogues un peu à la buddy movie, à la Tarantino. Et là, on se dit, mais où est-ce qu'on est? C'est une catastrophe, le film a coûté très cher. Et voilà, quel dommage de vouloir absolument moderniser, de vouloir faire des choses comme ça. En 2019, Alex, le destin d'un roi de Joe Cornish, c'était un film plutôt pour les ados, les enfants. Ce film, c'était moderne, avec un Merlin moderne, avec un enfant, un peu à la Harry Potter, qui avait des pouvoirs. Voilà, et bien sûr, le film à 2021 qui devrait arriver, un peu retardé avec le coronavirus, d'Alexandre Astier, Kaamelott, voilà, le film Kaamelott, avec bien sûr adapté de la série Kaamelott, qui est très célèbre, hein, tout l'univers des chevaliers, du roi Arthur. Côté humoristique, donc moi Kaamelott j'aime beaucoup, hein, je trouve ça très sympa, très drôle, voilà, à chaque fois que je vois les multiples rediffusions à la télé, je reste devant parce que ça m'amuse beaucoup, j'aime beaucoup l'ambiance et c'est très sympa. Donc les séries, j'enchaîne sur les séries un petit peu. Donc Kaamelott bien sûr. En 2008, tout le monde a un jour vu peut-être un épisode de Merlin, la série anglaise sur la BBC, voilà, avec un Merlin jeune. C'est très fantasy, c'est pas mal, hein. C'est pour les jeunes. En 2011, Michael Hurst, le créateur de Viking, avait tenté, après les Tudors, de lancer Kaamelott.
voilà, avec Eva Green, avec Joséphine dans le rôle de Merlin. Eva Green, elle faisait Morgane. Le problème, c'est que ben, les décors étaient sympas. Bon, Joséphine, il en faisait des tonnes en Merlin. Moi, je trouvais que la série avait du potentiel, surtout qu'Eva Green, elle est super forte, elle est super dans tous ses rôles, hein. En plus, en Morgane, alors c'était parfait. Par contre, l'acteur Jamie Campbell Bower, là, qu'ils avaient pris pour faire Arthur, un blondinet surfeur, ça passait pas du tout. Voilà, erreur de casting, ça a peut-être été à cause de ça que la série n'a pas fonctionné. Elle a eu qu'une saison, donc du coup, hop, annulation, hop, on n'en parle plus. C'est dommage, ça se prête parfaitement, les cheveux de la table ronde, à une série. En 2020, maintenant, là, dans quelques mois, va sortir Cursed, avec mon accent fabuleux, sur Netflix. Donc c'est une série qui veut parler de la légende arthurienne avec la Dame du Lac, version féminine. C'est une fille qui va avoir Excalibur apparemment. C'est adapté d'une BD de Frank Miller, donc ça c'est bien. Par contre, au vu des premières bandes annonces, ça a vraiment l'air d'être orienté ado. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait l'acteur qui joue Floki dans Viking, Stellan Skarsgård, un des Skarsgård en tout cas, qui joue. Ça c'est bien, mais après il y a plein de ralentis, d'accélération, avec la musique, enfin ça fait très moderne, ça fait très. Ils veulent toujours moderniser. Alors moi je trouve ça dommage à chaque fois qu'on veut adapter la légende arthurienne, de vouloir absolument faire quelque chose de moderne à notre époque, ou de vouloir changer les choses. Je trouve que l'histoire en elle-même, elle se tient très bien, et que Excalibur, qui est la meilleure adaptation cinématographique, étant bien vieillissant quand même maintenant, voilà, tout simplement refaire un beau film avec de beaux décors et de beaux costumes en suivant l'histoire, sans chercher à faire du très moderne comme a fait Guy Ritchie, ça serait bien, voilà, tout simplement. Ensuite, donc ça j'ai fait les séries, j'ai fait ça. Il me reste les BD aussi à vous montrer. Alors, il existe une BD de Fert et Kansara. Fert, c'est un dessinateur qui a fait Peau des mille bêtes, qui est sorti il y a quelques mois, qui a eu beaucoup de succès. Et ça, c'est sa première BD, c'est Morgane, c'est sur Morgane. Alors, c'est une adaptation libre, voilà. Les dessins sont très particuliers, très colorés. Voilà. Si on accroche à la patte graphique, je pense que ça peut vraiment plaire. Voilà, c'est vraiment très spécial. On retrouve un peu les couleurs et le type de dessin de Pedrosa de l'âge d'or. Mais il y a un peu d'humour. Voilà. C'est une adaptation libre. Ils ont fait leur sauce sur l'histoire. Mais enfin, on retrouve un peu tous les passages. Hein, sur Morgane, la terrible Morgane. Voilà. Sœur d'Arthur. Dans Hellboy, tome 10 et 13, notre ami Hellboy se retrouve à être un descendant d'Uther Pendragon et à prendre Excalibur. Et donc il y a tout, voilà, Mike Mignola, il est fan complètement de la mythologie, de tous ces récits, et donc il a raccordé le mythe du roi Arthur, Excalibur et de l'Angleterre à Hellboy. Voilà, c'est étonnant, mais c'est un cycle. Alors le tome, pour ceux que ça intéresse, le tome 10 et 13, c'est la conclusion du récit Hellboy. Il y a plein de tomes, donc du coup on est un peu perdu des fois dans les tomes chez Hellboy. Mais là, c'est intéressant parce que voilà, vous avez la fin de l'histoire. Et après, il a continué en faisant Hellboy en enfer. Voilà. Et je voulais aussi vous parler d'un livre de jeunesse. Voilà, parce que les jeunes aussi, qui marchent très bien, c'est Michael Maupourgo, Le Roi Arthur. Voilà, le Junior. Un petit livre pas cher pour les enfants qui ont envie de s'initier au Roi Arthur. Et je voulais aussi vous parler, ça c'est fait, du hors-série des Cahiers Sciences et Vie. C'est une super revue, je trouve. Et là, en juin 2020, ils avaient fait Enquête du Graal. Comment le conte est devenu un mythe. Voilà, c'est super intéressant, il y a des chronologies, les lieux, voilà. Il montre énormément de choses sur le Graal, comment. C'est vraiment fixé sur le Graal.
comment ça s'est développé, ce mythe autour du Graal. Et maintenant, c'est une expression, voilà, chercher le Graal, voilà, la quête du Graal, que chacun, finalement, une quête qui est sans fin pour trouver un sens à sa vie. Voilà, c'est très intéressant sur le Graal. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur les Chevaliers de la Table Ronde, en espérant vous avoir donné envie de vous y plonger ou d'aller visiter les lieux mythiques qu'on peut visiter en France, par exemple la forêt de Brocéliande, ou aller en Angleterre pour voir tout ça. Voilà, à bientôt sur le blog Contrevent Pop. Au revoir.